comme je le rappelle, nous sommes dans le cadre d'un débat mouvant sur l'alternance et l'apprentissage, et nous allons essayer d'avancer sur ces différents points au regard de la discussion. Voilà. Alors, hop, on va relancer. Je vais vous donner, sans plus attendre, première évidemment et pas la deuxième affirmation. Comme vous le savez, c'est une affirmation clivante. Donc mon affirmation est un ou une stagiaire, pareil et aussi bien qu'un apprenti ou une alternante. Alors, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir, voir si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre cette affirmation-là. Je vous laisse réfléchir, je laisse un temps. S'il y en a qui veulent répondre aussi par chat, s'ils veulent nous dire s'ils sont plutôt d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de problème. Il y en a qui répondent par chat. D'accord. Du coup, tu peux distribuer la parole ensuite. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, est-ce que y a des gens qui sont très d'accord avec cette affirmation-là et qui veulent défendre ce point de vue parmi vous? Alors moi, Yves, je suis d'accord, à condition que ce soit un stage de fin d'études. D'accord. C'est quelqu'un qui effectivement termine son cursus et effectivement sera en mesure par la suite de rejoindre effectivement l'entreprise. D'accord. Est-ce que ça doit être... De mon point de vue, d'un stagiaire comme d'un apprenti, quel qu'il soit, que ce soit un contrat pro ou apprentissage, c'est effectivement qu'on soit en mesure de l'intégrer comme si c'était un collaborateur. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette affirmation, qui veulent prendre la parole? Oui, bah moi je veux bien prendre la parole. Allez, Agnès, passez. Moi je trouve qu'il n'y a pas le même engagement parce qu'un apprenti, il est salarié de l'entreprise et il doit se percevoir en tant que salarié, alors qu'un stagiaire, souvent, il se perçoit encore. Alors effectivement, parfois en fin d'études, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, ça peut être différent, mais sinon, il se perçoit encore comme étudiant. Donc, il n'intègre pas vraiment les règles de vie de l'entreprise, de la hiérarchie, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Mais ça suppose aussi que l'école le mette dans cette logique-là. Je trouve que c'est important que l'école joue le jeu, et je sais que les partenaires qu'on a en général dans le CIRPin le font, jouent le jeu de dire aux apprentis, vous êtes des salariés d'entreprise et donc vous avez des obligations vis-à-vis de votre entreprise comme les autres salariés. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui estiment que c'est quand même totalement différent, à la fois dans les modalités d'accueil ou dans les modalités d'organisation? Alors, moi, je pourrais dire quelque chose en tant que représentante, puisque je suis une école, donc j'ai des jeunes qui peuvent être stagiaires et d'autres qui sont en alternance, soit en contrat pro, soit en apprentissage. En termes de niveau de compétence, ça serait le même. Si ce n'est qu'à aujourd'hui, dans le numérique, tous les jeunes qui accèdent à des compétences importantes du niveau Bac+3 et notamment Bac+4 et Bac+5, ils recherchent tous et trouvent de l'alternance, et donc nous n'avons plus de stagiaires, c'est-à-dire que les stagiaires ont des compétences moindres puisque ça reste des premières et deuxièmes années. Et ça, je pense que c'est vrai dans tous les organismes de formation, ainsi qu'à l'université. Voilà. D'accord. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Marie-Jo. En fait, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que non seulement en première année, donc post-bac, on a des étudiants qui sont pas forcément encore calibrés, qui n'ont pas forcément encore assez ni de compétences au sens technique du terme, ni de savoir-être en entreprise pour s'intégrer facilement. Je dirais parfois, et en plus le rythme de l'alternance est quelque chose de très compliqué.
Ça demande énormément d'investissement de la part des étudiants. C'est un rythme très, très soutenu. Et ce rythme-là, il est difficile à assumer, je pense, avant d'avoir acquis un petit peu de bagage. Donc je dirais que effectivement, l'alternance, elle fait complètement sens à partir du bac+3. En tout cas, parce que j'ai remarqué à bac+2, c'est un peu jeune. Souvent, on n'est pas encore assez structuré, on n'a pas encore assez d'éléments en main. Et ensuite, effectivement, à partir de bac+3, les alternances, compter que la formation est bien inscrite dans son programme, que l'alternance est différente du stage, à ce moment-là, on a un investissement qui est plein et entier et on est vraiment sur un collaborateur au même sens que n'importe quel salarié dans l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, moi, j'ai remarqué dans certaines formations qui ont soit des stages, soit de l'alternance avec des étudiants qui suivent exactement le même cursus, où pour le coup, on n'a pas forcément cette notion d'investissement parce que c'est un peu confondu en fait au sein même de la formation. Et donc du coup, cette notion d'éducation n'est pas forcément toujours très présente, ou pas présente de la même manière. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, je suis complètement d'accord avec Yves, le stage de fin d'études à bac+5, l'investissement est tout à fait le même qu'un apprenti. J'entends des derrière, mais on va continuer. Je vais essayer de les résoudre en bague derrière. Alors, sur cette première affirmation, voilà un petit peu l'état de l'art. Alors, pour vous situer les règles du jeu, on va revenir un petit peu sur le sujet à la fin de la réunion avec Bérangère qui nous fera un petit état de l'art et qui reviendra peut-être sur les points saillants qu'elle a pu identifier dans le débat. Alors, une autre affirmation clivante, je l'espère en tout cas. Un ou une apprentie ou un alternant coûte très cher à l'entreprise et ne sait finalement pas faire grand-chose. Je vous laisse un petit temps pour vous positionner, voir si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre cette affirmation. Alors techniquement, ça s'appelle un blanc, hein, évidemment, mais... Attends, tu m'entends, Léon. Quand tu promènes ta souris, tu vois l'icône du micro. J'entends quelqu'un qui cherche à se faire caméra, écran, quitter. Normalement, tu as 4 Alors, sur cette affirmation-là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, ou qui sont pour, qui trouvent que ça coûte très cher à l'entreprise et que finalement, ça ne fait pas grand-chose à n'importe Moi, je veux bien. Hein. C'est des logiques. Oui. C'est des choses qu'on entend. Hein. Tu as raison de poser la question. Hein. Tu as des tas de gens qui te disent que l'apprentissage, ça coûte une blinde. Pour ça, tu as des gens qui font un bête calcul, qui rapportent le temps effectif de travail, tenant compte des périodes, enfin, en ignorant le fait que la partie passée en école a un sens. Hein. Si tu regardes, si tu as des logiques de pure productivité, etc., tu te dis que rapporter au temps passé, un apprenti coûte plus cher que d'aller recruter junior de base sur l'école à pas cher. Donc, tu as des gens qui tiennent ce point de vue, et ça renvoie un peu à la question d'avant, qui pour moi est une question qui renvoie à quelle finalité tu mets en fait dans l'apprentissage au niveau de l'entreprise ou au niveau du stage. Si tu considères l'apprenti ou le stagiaire comme un collaborateur low cost, hein, j'ose le mot, pas cher pour exécuter de la tâche de base, donc dans une logique purement quantitative, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux faire tous les calculs de la Terre, tu vas te dire waouh, tous ces efforts pour ça, tu vois. Voilà. Moi, je ne crois pas que l'apprentissage, autant que le stage, ça soit ça. Si on inscrit ça dans une stratégie, dans une finalité de long terme, dans un travail de fond qu'on fait par rapport au recrutement, par rapport aux jeunes, par rapport à ce qu'on veut qu'il se passe dans nos organisations, etc.,
Il faut aussi regarder la valeur et ce qu'apportent les jeunes. Les jeunes ne sont, et moi je me porte contre l'affirmation qui voudrait dire que les jeunes ne savent pas faire les choses, sont pas compétents, sont pas productifs et toutes ces sortes de choses. Bien sûr qu'ils ont des tas de choses à apprendre, les jeunes, mais ils apportent aussi grandement à nos organisations par rapport à la fraîcheur et aux idées nouvelles qu'ils amènent avec eux. Donc, il faut regarder, c'est comme la RSE, si tu veux, il faut regarder au global, comme un tout. Et de ce point de vue-là, l'apprentissage, ça coûte pas si cher que ça, en fait. D'accord. Est-ce qu'on a on peut avoir un point de vue d'une école ou d'un centre de formation, tiens, par exemple l'INTEC, est-ce qu'il y a des retours sur les entreprises qui considèrent que finalement c'est cher un apprenti par rapport à ce que ça peut amener? Ou pas? Vous m'entendez? Oui. Oui, donc ça peut arriver ce genre de retour, mais c'est quand même assez rare. Je pense que les entreprises ont quand même aujourd'hui une culture de l'apprentissage qui est de plus en plus développée. C'est de plus en plus rare que je trouve que sur des bacs plus 3, 4 et 5 en alternance, en apprentissage, on a moins de difficultés vis-à-vis du savoir-être. Et c'est peut-être ce qui peut parfois pêcher dans les premières années post-bac. Voilà, donc recruter en apprentissage des bac plus 4, bac plus 5, ça a l'air assez confortable pour des entreprises d'un point de vue suivi, d'un point de vue accompagnement du jeune, s'il est formé en amont dans le sens que les entreprises recherchent. Maintenant, c'est vrai que c'est une histoire de recrutement et d'humain, donc ça peut encore arriver, mais c'est quand même de plus en plus rare, je trouve, ce genre de remarques. D'accord. Retour entreprise. Tiffaine Bichot, est-ce que de ton point de vue de chef d'entreprise, ça coûte cher et c'est pas forcément toujours rentable un apprenti en termes d'expérience que tu as pu avoir à ce niveau-là? Voilà. Aussi beaucoup les contrats d'apprentissage, les contrats pro. C'est pas le même du tout. Hein. Là-dessus, on est très clair. Et ensuite, c'est comme n'importe quel recrutement. C'est un risque. Je vais demander à ceux qui n'interviennent pas de couper leur micro parce que j'ai des bruits parasites. Vas-y, Tiffaine. Il y a toujours un risque dans un recrutement. D'avoir deux personnes qui pour finir, n'arrivent pas à s'intégrer l'un avec l'autre. Donc voilà, donc ça existe comme dans n'importe quel contrat. Et puis il y a aussi des expériences qui sont génialissimes. Donc j'allais dire, ça fait partie des schémas classiques de l'entreprise. Parfois, on a l'impression que ça peut coûter pas cher, justement parce qu'on a pris ce risque et puis on est embarqué pour un an. Et donc, pendant un an, on n'a pas forcément un retour sur investissement ou le retour sur investissement qu'on aurait pu escompter. Mais je pense que cette impression-là, elle est liée au fait qu'on ait ce contrat un petit peu long. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un contrat en alternance au bureau, de se rendre compte qu'en fait, les missions qui étaient prévues ne collaient pas aux compétences de la personne. Et donc, d'avoir décidé avec la personne en question de lui faire changer d'entreprise. Donc, à ce moment-là, en fait, on a vu avec l'école comment est-ce qu'on pouvait la mettre en relation avec une entreprise dans laquelle les compétences seraient plus à même d'être mieux développées. Et c'était sur un poste commercial marketing et la personne avait plutôt envie de faire beaucoup de marketing et peu de commercial et on était plutôt dans la balance inverse chez nous. C'était plus du commercial que du marketing. Et donc, du coup, en fait, on a réussi à permettre à l'étudiant en question de passer dans une autre structure dans laquelle il s'est senti, il a pu développer effectivement ses compétences de manière beaucoup plus propice que chez nous parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs, quoi. Je pense qu'il faut que les objectifs de l'alternant et de l'entreprise soient alignés. Et peut-être que parfois, il y a un biais plus fort au moment des entretiens d'embauche
parce que les alternants ont peut-être du mal à trouver et que parfois, en fait, on décrit un poste, on décrit une mission, l'alternant se dit oui, oui, mais il n'a pas encore de recul, il n'a pas encore de savoir, il n'a pas encore la perception en fait de ce qu'il va faire dans son travail. Donc quand il arrive, les 2 premiers mois sont hyper importants parce que c'est les 2 premiers mois où il va vraiment se rendre compte de l'activité qu'il va réaliser. Donc, moi, je prends souvent parti de prendre un alternant suite à un stage, ce qui fait que le stage, en fait, est une forme de test pour les deux, en fait, qui permet de savoir si l'activité de l'entreprise plaît à la personne et inversement, si la personne a les bonnes compétences. Et du coup, on peut partir sur des alternances qui, du coup, durent très longtemps. C'est-à-dire que moi, ça m'est souvent arrivé de prendre un alternant à Bac+3 et de l'emmener jusqu'à Bac+5 et ensuite de le recruter, quoi. Voilà, ça, c'est la situation idéale. D'accord. Très bien. Est-ce que encore sur cette question du coût par rapport à la compétence, il y a des personnes qui souhaitent apporter un complément ou intervenir sur cet Je aspect-là? suis tout à fait d'accord avec Tiffaine. Ça peut coûter cher quand on se loupe. Voilà. Ouais. Après, c'est une filière de recrutement, donc ça, c'est important à considérer. Alors, c'était vrai avant le Covid, ce sera peut-être moins vrai après le Covid, on verra par rapport à ce qui va augurer sur les quelques mois qui viennent. Mais pour nous, c'était notamment une vraie filière de recrutement. Par contre, quand on se rate, là, c'est critique. Oui, ça coûte cher. D'accord. Après, c'est comme un jeune ingénieur, ça coûte tout aussi cher. Et effectivement, c'est le temps de monter en puissance. Et de toute manière, il nous faut aussi, dans tous les cas, en tant que société de service, capacité, avoir moyen à laisser le temps aux gens de s'affirmer dans leur métier. Et ça, effectivement, l'apprentissage, comme le stage, est quelque chose qui est important aussi pour nous et qui permet de le faire. D'accord. Oui, et je voulais ajouter également Vas-y. que ça dépend effectivement aussi des moyens qu'on va mettre en face pour accompagner l'alternant tout au long de sa présence en entreprise. Parce que le succès, effectivement, réside dans le profil de l'étudiant, si ça match effectivement ou pas avec les compétences de l'entreprise, et également tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour l'aider à prendre son envol justement et à bien s'intégrer. Parce qu'effectivement, on voit aussi qu'en fonction des profils, des fois, il faut plus ou moins d'efforts, des fois ça va être plus facile, des fois il va falloir un peu plus ramer. Puis des fois, il y a des échecs, hein, comme partout. Je voudrais juste rajouter un point, ce qui est très important à comprendre pour nous qui sommes côté formation, c'est que le rôle primordial, c'est que le jeune sache à qui s'adresser pour évoluer dans ses compétences. C'est-à-dire le rôle du tuteur n'est pas assez important, à mon avis, dans la majorité des sociétés. C'est ce rôle du tuteur qui accompagne et qui fait monter en compétences. Voilà. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire, quand on prend un jeune en alternance, on doit le confier à son tuteur et qui va le suivre. Et non pas nommer un tuteur parce qu'il faut et puis le laisser se débrouiller tout seul. La réussite, voilà, est d'autant plus positive que si tous ces rôles ont bien déterminé au départ. D'accord. Si je taquine un peu, c'est un facteur de réussite et c'est aussi un facteur de coût, vu que le temps passé par le tuteur avec l'apprenti, c'est quelque part un coût aussi pour l'entreprise. Alors attention, c'est un coût sur lequel il faut certainement investir, voilà, pour le succès. Néanmoins, voilà, ça s'additionne effectivement au coût à proprement parler de l'alternant ou de l'apprenti. Moi, je veux bien. Chez nous, on appelle ça du compagnonnage, mais c'est vrai pour un stagiaire, mais c'est aussi vrai pour un jeune embauché, hein, c'est pareil. Tout à fait. Je veux bien compléter. L'entreprise doit être accompagnée. Hein. Agnès. Je veux bien compléter. Nous, on a la culture des jeunes, on en prend entre 5 et 7 par an depuis une quinzaine d'années. Donc, effectivement, on a vécu des belles choses et aussi des choses plus compliquées, c'est normal. Sur les cas où ça s'est mal passé, où on a pu considérer que c'est un coût, il peut arriver parfois sur des formations quand c'est quelqu'un qu'on prend en one shot sur une dernière année d'un équivalent M2. Alors c'est pas sur de l'apprentissage, c'était sur les contrats avec l'ancienne formule, un contrat pro, que effectivement la convention Syntec les place à un coût horaire tel que finalement, rapporté au temps de présence, il coûte beaucoup plus cher qu'un salarié déjà diplômé.
Donc là, ça interpelle et parfois on est emmené à refuser de prendre des jeunes qui disent, bah voilà, j'arrive, je veux faire telle école, j'ai une année. Et finalement, quand on les paye une fois et demie le prix de ramener en présence horaire. Donc ça, c'est vrai que là, ça coûte plus cher parce que la compétence, bah, elle est moindre ou équivalente à un jeune, un junior qui sortirait. Et pour autant, nous, on a un coût entreprise qui est bien supérieur. Le deuxième cas, et c'est encore sur des vigilances d'école, c'est quand on a des alternances qui durent plusieurs années, sur un bac plus 3, 4, 5, souvent, on a cet enchaînement de 3 ans avec un contrat 3 ans, où en fait, ben, il y a une montée en puissance, ce qui fait que pour l'entreprise, l'équilibre économique, il n'existe que sur la totalité des 3 ans. C'est-à-dire que la première année, le jeune, il a souvent plus d'écoles que d'entreprises ou au moitié-moitié. Donc à ce moment-là, il nous coûte très cher, ramené à son temps de présence. Et puis petit à petit, on l'a de plus en plus présent. Et donc là, il faut que les écoles fassent comprendre aux jeunes, expliquent ça aux jeunes, et notamment sur le fait que la première année où ils ne sont pas très formés encore, c'est clair qu'ils ne vont pas accéder aux mêmes tâches que ce qu'on va leur donner sur la 3e année. Donc on sait que les jeunes maintenant, ils sont très frustrés, ils veulent que tout aille très vite. Et effectivement, j'ai eu une mauvaise expérience, donc l'école qui n'est pas autour de la librement. Un jeune sur qui on avait un contrat 3 ans et qui, au bout de la première année, est venu en disant de toute façon, ce que je fais là, ça ne me plaît pas, j'en ai marre, donc je vais changer d'entreprise. Voilà. Et où l'école lui a dit tiens, t'emmènes ce contrat de formule de rupture de. Comme ça, tu pourras changer d'entreprise. Et voilà. Là, moi, je dis non parce que c'est un investissement à long terme et il faut comprendre que, oui, la première année, ils font peut-être des choses qui pas aussi passionnantes et on ne peut pas leur donner les clés de la technique ou accès à de l'administration sur certains, je pense à du système et réseau, des choses comme ça. On ne peut pas leur donner les mêmes choses, il faut qu'ils soient un peu patients quand c'est un contrat long. C'est les cas où j'ai eu des expériences où ça m'a coûté cher. D'accord. Alors, ce qu'on en retient, ce que je vois aussi traverser dans le chat, c'est qu'effectivement, ça comporte un risque de prendre un alternant, mais c'est aussi un investissement. A priori, souvent un investissement vu comme positif, donc on y reviendra tout à l'heure. Là, ce que je vous propose, c'est de continuer un petit peu le débat. Alors, j'ai fait un aménagement sur les règles du jeu. Il y a la possibilité d'avoir des positionnements sur le doute par rapport à une formulation. On peut être pour ou contre ou avoir des doutes. Là, j'ai enlevé les doutes pour des questions de fluidité du débat. Parce que techniquement, ça risquait d'être un petit peu compliqué, je vous le précise juste. Alors, j'ai une affirmation numéro 3, qui va s'afficher. Juste après avoir été formés dans l'entreprise, les jeunes apprentis et alternants partent vers un autre emploi. Alors, je vous laisse une petite minute pour réfléchir à ça et vous positionner si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre cette affirmation-là. Et on va revenir dessus. Est-ce que Flavie est avec nous encore? Je ne l'entends pas. Est-ce que Flavie Réal est encore avec nous? Flavie? Non? Elle est là parce qu'elle a répondu sur le chat. Hein. Flavie a répondu dans le chat, mais bon. Est-ce qu'elle... bonjour Sabrina. Bonjour à tous. Avec 30 minutes de retard. Problème technique. Désolée. Les bouchons, c'est ça? Oui, exactement. Tu as tout compris. Je me disais. Donc si Flavie est là, moi j'aimerais bien la faire intervenir, mais je ne sais pas si elle a encore accès si elle peut encore parler. Histoire de changer de point de vue. On ne l'entend pas. On n'entend pas Flavie, effectivement. Alors, je vais ressolliciter un petit peu les... Tiens, je vais commencer par Alexis. Alexis Mons, qui est également chef d'entreprise, en plus de président de la Liptic. Est-ce que tu es plutôt d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation? Alors écoute, ça arrive. Alors chez Imakina, où on a 9 apprentis en ce moment, on en a... les autres années, on en avait un tout petit peu moins. On n'a pas vécu ce genre de situation. Il faut dire qu'on fait d'énormes efforts pour fidéliser et embarquer les jeunes, que ce soit les apprentis,
les gens qu'on recrute, ce genre de boulot. Donc j'ai envie de dire, conserver les gens, c'est un projet, hein. Voilà, c'est pas parce que tu as réussi à recruter quelqu'un, que ce soit en apprenti ou pas en apprentissage, le garder, c'est une finalité et il faut s'y atteler. Parce qu'après, moi j'ai entendu des histoires d'horreur dans certains secteurs. Je ne sais pas s'il y a des gens de certaines ingénieries, par exemple, autour de la table, mais sur des filières qui ont formé, je pense aux gens dans le BIM, hein, par exemple, dans le bâtiment, voilà, des secteurs qui avaient formé en masse des collaborateurs et qui se sont fait littéralement piller par d'autres corps de métier qui sont venus proposer de meilleurs salaires et de meilleurs tickets à tous ces jeunes et qui en ont récolté une partie. Donc, c'est pas parce que tu as recruté, c'est pas parce que tu as réussi à faire venir et que tu as trouvé un bon apprenti et qu'il est chez toi qu'il va nécessairement rester à la fin. Si tu le traites mal, si tu t'occupes pas de lui, ou d'elle, hein, si tu fais pas le boulot, c'est possible qu'effectivement il s'en aille. On est dans un secteur, alors on verra post-Covid, hein, mais jusqu'à présent on était dans un secteur en tension où il y avait de la demande. Donc bien sûr que tu peux te faire chasser tes ressources. Mais j'ai envie de dire, c'est valable aussi bien sur un apprenti que c'est valable sur un jeune diplômé que tu as recruté en CDI, peu importe. C'est conserver les gens doit être une préoccupation. Voilà. Mais ça arrive. Je vais croire. Est-ce que Patrick Félix est avec nous ou pas? J'ai un peu de mal à identifier. Est-ce qu'il m'entend? Je ne sais pas. Pour changer. Bon, sinon, je vais interviewer. Tac, tac, tac. C'est l'histoire de changer, de passer la parole. Tiens, quelqu'un du monde de la formation, est-ce que vous avez identifié chez les jeunes cette volatilité ou ce souhait, juste après avoir été formé, de partir? Tiens, Marie-Jo, oui, je peux répondre. Bien entendu que jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est que le métier, par exemple, d'un ingénieur en développement en bac+5 était très recherché. Donc forcément, quand il sortait après 3 ans d'alternance, donc avec une expérience d'un bac+5, il se faisait chasser, voilà, par les ESN. Donc je reviendrai à ce qu'a dit Alexis, sur lequel je suis tout à fait d'accord. Quand on prend un jeune et qu'il soit en apprentissage ou qu'il soit jeune diplômé, c'est un accompagnement et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on lui signe un CDI que c'est terminé, mais c'est vrai dans tous les métiers à aujourd'hui. Voilà. Le concept de la notion du travail n'est pas sur le long terme aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai qu'il est jeune. Et qu'en plus, il est sollicité comme ils le sont quand ils sortent avec un bac+5 en infra ou en développement. Voilà. Donc, quand je disais c'est un investissement, c'est un investissement sur ce qu'on appelle, nous, les soft skills, sur lesquels on les forme, et sur les compétences. Donc, il faut qu'ils trouvent dans l'entreprise une adhésion et un feedback sur ces 2 niveaux. Voilà. D'accord. Mais ce n'est, à mon avis, ce n'est pas lié à l'apprentissage ou à l'alternance en général. C'est lié au monde des jeunes et à l'activité, au secteur d'activité dans lequel il est. D'accord. Agnès, je crois que tu as des expériences en la matière sur la volatilité de ces jeunes. Est-ce que tu as un retour à faire sur cette affirmation? Ouais, nous, on le prend comme une année de donnant-donnant, c'est-à-dire que on prend beaucoup de niveau licence. Et c'est vrai qu'au début, et notamment quand on avait créé la licence pro de commerciaux, quand je dis on, c'est toutes les entreprises qui en embauchaient, on prenait mal le fait qu'ils ne restent pas. Et moi, j'ai changé la façon de voir les choses en disant c'est un donnant-donnant, c'est une année où on leur apporte quelque chose, on leur permet de payer leurs études ou parfois ils paieraient s'ils étaient en formation initiale, d'avoir un salaire, on les forme. Eux, ils nous apportent effectivement des compétences et du temps de travail. Et en fin d'année, chacun est libre.
Donc, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on peut aussi, nous, ne pas souhaiter forcément les recruter. Ça fait partie du deal de se dire, de dire aux jeunes, bah, si ça se passe bien en fin d'année, il y aura peut-être une opportunité ou pas. C'est-à-dire que quand on recrute des apprentis, on ne leur promet pas qu'ils seront recrutés dans l'entreprise déjà. Donc, il y a plein de belles histoires où certains restent. Et puis, il y en a aussi avec qui on se quitte de très bons amis. Et des fois, ils vont vivre leur vie ailleurs et parfois ils reviennent. Voilà, moi, j'ai eu des cas où ils sont partis parce qu'ils avaient envie d'aller à l'étranger ou de faire autre chose. Je crois qu'on en a un en ce moment là qui vient de revenir. On en a régulièrement. Ils ont, ce que dit Marie-Jo, ils ont envie de bouger, ils ont envie d'aller faire autre chose. Et puis, hop, 3-4 ans après, 5 ans, quand ils reviennent à Bordeaux, ils reviennent en disant coucou, il y aurait pas un job pour moi. Voilà. Donc ça peut arriver qu'ils reviennent. Par contre, des fois, ils quittent aussi, là on a dit pour un autre job, mais des fois c'est pour poursuivre des études. Et là, c'est un peu plus embêtant parce que des fois, ils sont opérationnels. Nous, on les trouve opérationnels et eux, ils ont un peu la peur de sauter dans le monde du travail. Donc, il y a un empilement de je vais refaire une autre école, je vais refaire un autre truc. Et bon, ça, c'est peut-être un peu plus gênant pour nous. D'accord. Alors, on va passer à une autre affirmation. Alors, vous le noterez, je suis un expert, il n'y a pas du tout de lenteur, c'est très fluide dans ce que... Alors, affirmation numéro 4. Les autres secteurs d'activité sont de toute façon plus aidés que le numérique, l'informatique ou l'ingénierie pour les contrats d'apprentissage et d'alternance. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cet aspect-là? Je vous laisse quelques minutes pour vous positionner d'abord, en même temps, parce que ça demande un peu de réflexion. J'ai le sentiment, moi, quand même, que c'était peut-être vrai il y a une dizaine d'années. En tout cas, je trouve que l'alternance s'est largement développée depuis 4-5 ans là, dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est un sentiment, en tout cas, qu'on ne ressent plus aujourd'hui, qu'on a pu ressentir peut-être dans le passé, mais moi, en tout cas, pour notre part, plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours... alors après, vous êtes un centre spécialisé dans l'informatique, il faudrait peut-être avoir des comparatifs, mais on est sur... il y a plus de préjugés sur cette notion d'apprentissage dans notre secteur. Et au niveau des aides qui sont attribuées aux entreprises pour prendre un apprenti dans le numérique, c'est pareil que si, par exemple, on veut, si je suis une entreprise de plomberie, si je veux prendre un plombier. C'est très caricatural ce que je dis, hein, je n'ai rien contre les plombiers. Non, mais pour moi, ça renvoie à ta première question, Thierry. Ouais. Si l'apprentissage est pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une vraie dimension de long terme et d'investissement de l'entreprise, dès lors que tu as compris ça, dès lors que tu vois, c'est un enjeu culturel en fait, dès lors que tu es rentré là-dedans, il n'y a plus de débat en réalité. Alors sans doute que dans le passé et encore aujourd'hui, il y a eu d'autres branches d'activité qui ont de manière culturelle l'apprentissage beaucoup plus inscrit dans leur pratique et dans leur diffusion, et que nous, au niveau du numérique, on a mis, bon déjà on est plus jeunes hein, au niveau en termes de secteur, et qu'on a mis plus longtemps à arriver parce qu'on est singulièrement peuplé de petits acteurs, et que quand tu es petit, c'est compliqué de te projeter. Donc, c'est compliqué de développer une logique stratégique. Et dès lors que tu as une logique stratégique, l'apprentissage, ça t'intéresse, tu vois. Donc, je veux dire, ça va mieux. Il faut qu'on se soigne. Mais après, là, je ne suis pas d'accord sur le fait de lier ça à une logique de coût. Si tu penses que l'apprentissage est un coût, bah, on retombe dans le cas des premières questions qu'on Ce n'était pas l'affirmation qui a été mise. Oui, mais voilà. je prends volontairement le trait. Si tu vois l'apprentissage comme un coût, bah, n'en fais pas, tu vois, faut pas en faire. Mais dès lors que l'apprentissage est bien perçu comme une valeur pour l'entreprise globale et d'une manière générale, pas de raison, j'ai envie de dire. Donc du coup, tu es moins focusé par rapport aux questions, est-ce que tu es plus aidé, moins aidé, ou ce genre de sujet. Moi, je ne crois pas qu'on soit moins aidé. Je pense qu'on peut tous se faire plus de bien collectivement, et on est plein d'entre nous ici investis dans du collectif et en réseau. Donc, il faut qu'on s'entraide plus, il faut qu'on progresse plus, mais ça ne sert à rien d'aller regarder si l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Ce n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des domaines d'activité, des branches, où l'apprentissage est plus naturel, plus culturel, plus ancré dans les pratiques et depuis plus longtemps. Donc, peut-être que ça paraît de l'extérieur simple, plus fluide, plus évident. Pour moi, c'est juste une question de maturité et de progrès dans le collectif.
D'accord. Pour moi, pour un métier tertiaire, pardon, autant bon, dans l'artisanat, évidemment, c'est complètement acquis dans l'artisanat parce qu'il y a ça depuis très longtemps. Mais parmi les métiers tertiaires, je trouve que le numérique fait partie de ceux qui ont l'apprentissage le plus facile. Enfin, moi, quand je croise avec d'autres industriels, d'autres secteurs, ils ont beaucoup moins cette vision naturelle de l'apprentissage à niveau bac plus 3, 4, 5, ingénieur, etc. Moi, j'ai l'impression que pour nous, c'est assez naturel, que ce soit pour nous ou même pour les jeunes. Mais est-ce que tu penses pas, Agnès, est-ce que tu penses pas que c'est lié au fait qu'on a été très tôt un métier en tension, peut-être plus que dans d'autres domaines à côté, et que du coup, ça nous a incité à être plus attentifs, à aller chercher les jeunes plus tôt, donc à s'investir dans l'apprentissage, alors que dans d'autres domaines, ils avaient peut-être plus le confort d'avoir du flux disponible pour leur propre recrutement, ou peut-être qu'ils avaient moins de besoin de recruter, et que c'est cette tension qui nous a invités à nous pousser à être les plus sur l'apprentissage. Peut-être, et on recrute à un niveau plus haut aussi, c'est-à-dire qu'on recrute à 3, 4, 5, quoi. En gros, souvent bac 3, 4, 5, donc ça fait des études qui peuvent être assez coûteuses. Oui. Donc le fait d'avoir un revenu d'appoint pour l'étudiant par rapport à sa famille, je ne parle pas forcément du prix des études, même quand les études sont gratuites, je pense que c'est pas mal, sachant que niveau bac, nous, on ne sait rien faire, donc dans d'autres métiers, il y a peut-être cette logique. D'accord. Alors, D'accord avec toi, Alexis, je pense qu'effectivement, le fait qu'on ait une tension sur le marché du travail favorise nettement l'apprentissage. Oui, c'est sûr que si on avait des troupeaux de gamins qui sortaient des écoles et qu'on avait qu'à taper dedans, on s'embêterait moins, c'est sûr. alors C'est sûr. je fais une parenthèse, on est en contexte de crise, on en reviendra tout à l'heure, j'ai une affirmation. Là, on a beaucoup de jeunes qui cherchent et il y a beaucoup moins d'entreprises du coup qui se positionnent. Donc effectivement, on est sur une circonstance qui inverse un peu les données du marché, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, pour continuer à avancer dans le débat et du coup essayer de rattraper mon retard au démarrage, je vais vous proposer une 5e affirmation qui va parler un petit peu à tout le monde, c'est que peu importe les efforts, l'apprentissage et l'alternance dans nos métiers, ça n'intéresse pas les femmes. Alors je vous laisse 2 minutes pour réfléchir, même un petit peu moins. Je sens que Yves il veut intervenir. Non, en aucun cas. Non. Oui, justement. Je vais en profiter justement. David. Là où il y avait un petit sujet sur lequel je vais apporter, je dirais, le point de vue côté cours sur la question précédente. Alors, je dirais que dans les métiers, que ce soit le numérique, le conseil ou l'ingénierie, quoique l'ingénierie, c'est peut-être un peu moins vrai, mais on est sur des métiers qui restent quand même surtout assez récents. Parce que si on peut comparer aux grandes corporations qui font de l'apprentissage, c'est des métiers qui, des fois, peuvent être millénaires. Là, on parle de métiers qui ont moins d'un siècle. L'ingénierie, on est à peu près sur un siècle, mais dans le numérique, on est quand même à moins. Le conseil, on est quand même à moins que ça. Donc, effectivement, il y a, je dirais, en très peu de temps, autant de chemin à parcourir que sur des périodes qui sont beaucoup plus longues, en fait, sur d'autres métiers. Et sur l'autre aspect, en fait, de l'affirmation que tu veux dire, on est quand même moins aidé dans le secteur. En fait, c'est sur le volet financier. C'est pas, ça peut être perçu de cette manière-là, mais c'est pas lié au secteur d'activité, c'est plutôt lié finalement au niveau de recrutement des personnes dans le cadre de ces contrats. Parce que on a plutôt un historique dans lequel finalement, sur les aides apportées aux entreprises, ça a plutôt été favorable finalement au recrutement de jeunes plutôt assez peu diplômés, voire pas diplômés du tout, plutôt que des recrutements à l'étranger du très haut. Mais tout à l'heure, on parle que des niveaux bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. C'est souvent en fait des niveaux de recrutement pour lesquels il n'y a pas toujours des aides qui sont disponibles comparativement à des niveaux inférieurs. D'accord. Tiens, Flavie, que je vois. Tu m'entends ou pas? Maintenant, je t'entends. Alors, Je suis revenue. pas de souci. Sur cette question de quoi qu'on fasse, finalement, les femmes s'intéressent peu ou pas au métier du numérique. Tu as une position là-dessus? Alors, une position, je vais plutôt parler de mon expérience. Moi, j'ai une fille de 17 ans avec qui j'ai échangé plusieurs fois sur cette question d'informatique. Hein. Ils ont eu quand même des notions de code, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on sent bien que ça les tente pas, quoi.
autant elles ont tendance à partir sur des choses comme médecine, des choses comme ça. Moi, dans mon entourage, quand j'en discute, alors après, c'est ce que je vais expliquer, l'informatique, c'est pas que le code, il y a aussi plein de métiers autour. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à se focaliser là-dessus et clairement, malgré les efforts, hein, parce que moi, je n'ai jamais eu de code à l'école, elle en a eu et pourtant, elle fait une filière scientifique. Mais alors, l'informatique, pas du tout, quoi. Donc, il y a peut-être la vision jeu vidéo aussi qui dessert, je pense, vis-à-vis de beaucoup de jeunes filles, la notion de l'informatique. Il y a peut-être l'image du geek aussi qui peut les faire percevoir, mais il y a ce côté pas de relation avec les autres aussi, je pense. Qui est perçu parfois. D'accord, c'est une image d'Épinal, c'est vrai, mais ça peut contribuer. Est-ce que Monsieur Crespin de l'Université de Limoges est toujours avec nous? Oui, est-ce que vous m'entendez un peu mieux? Oui. Est-ce que vous avez, tiens, par exemple, dans vos filières au niveau numérique, au niveau des femmes, des jeunes femmes qui s'inscrivent, est-ce que c'est quelque chose qui est présent ou pas, ou malgré les efforts, on se rend compte que finalement, elles vont pas sur ces métiers-là? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, nous, moi, je m'occupe d'une licence professionnelle métier de l'informatique dans laquelle il y a deux parcours. Il y a un parcours développement web. Là, clairement, la grande majorité, c'est des garçons. On a aussi un parcours conseil TIC, où on forme donc des gens plutôt sur toutes les problématiques de conduite de projet numérique. Et là, par contre, je me demande même si c'est pas majoritaire les femmes dans la formation. D'accord. C'est vrai que ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il n'y a pas que le code dans ce domaine du numérique, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses. Même si, alors c'est vrai que moi, je me pose un peu des questions pour savoir pourquoi le code pose des problèmes. Après, la question que vous avez posée n'était pas tout à fait celle de la... C'était pas une question, c'était une affirmation. Pardon, oui. L'affirmation était, est-ce qu'elles sont moins intéressées par l'apprentissage et l'alternance dans le domaine numérique? Et là, je pense que c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que, au contraire, je pense que les filles sont souvent... on va dire, l'image qu'elles ont au lycée est souvent d'être des élèves plus sérieuses, plus rigoureuses, plus assidues, etc. Et ça se retrouve aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Et je pense que ça, c'est très apprécié par les entreprises et toutes les expériences qu'on a d'étudiantes qui ont fait des alternances, des apprentissages. Ça s'est vraiment toujours très bien passé parce que justement, c'était des gens sur qui on pouvait compter et l'entreprise était toujours très satisfaite. Il y a eu des très rares cas où certains garçons, c'était pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'après, la question se pose toujours de à quel niveau on perd cette population féminine pour les métiers orientés sur le code. Et là, malheureusement, je pense que les réponses sont un peu avant, c'est-à-dire c'est pas au moment du choix dans Parcoursup, etc. J'ai l'impression que la décision est prise plutôt au collège, lycée, où effectivement là, la perception est que c'est un métier d'homme, dans lequel on communique pas beaucoup, on se lave pas beaucoup, etc. Est-ce qu'on a Andrés Sandoval là, qui nous entend, qui peut parler? Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, vous m'entendez? Oui, bien. Alors, est-ce qu'au niveau du campus du Lac, sur ces métiers, alors vous n'êtes pas forcément sur le code pur, on a une présence féminine au niveau des effectifs, et est-ce qu'il y a un attrait ou un rejet des métiers, alors les métiers liés au code ou à l'informatique en général? Alors, nous avons une formation de développement web et en effet, on a vu une population féminine de plus en plus importante ces dernières années, en tout cas les deux dernières promotions, où on avait presque la moitié de la promotion qui était des femmes, donc en reconversion principalement, et qui étaient intéressées par ce milieu donc du développement web. C'est vrai que c'est un public en plus qui est très qui fait beaucoup attention aux détails et donc ils sont assez investis justement dans cette dynamique. Et j'aimerais dire aussi que il y a en effet une question de perception assez négative des métiers. En tout cas, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait qui parlait des geeks et du travail individuel. Et en fait, en effet, je pense qu'il y a cette perception-là,
mais en voyant ces promotions-là, on voit que c'est presque tout le contraire. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de travail justement collaboratif avec ce public féminin qui prend le devant, qui deviennent limite des chefs de projet pour les différents groupes. Et donc, je pense que c'est important d'arriver à changer ces perceptions en travaillant en amont, en montrant, on essaye de faire par exemple des réunions d'information pour essayer de casser ce mythe, disons, du développeur geek qui est derrière un ordinateur toute la journée, alors qu'aujourd'hui, dans les cultures entreprises, comme on peut voir par exemple chez BetClick, en tout cas ici en France, je pense que c'est complètement différent et on est dans une dynamique très intéressante de la part des hommes et des femmes. Donc, je pense que c'est intéressant de le voir comme ça. Après, vous avez parlé de reconversion et je pense que c'est important. C'est-à-dire que le choix, il ne se fait pas très jeune, spontanément, peut-être plus tard avec de l'expérience et tout, mais c'est de la reconversion. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on agisse plus tôt pour que l'image, elle change plus tôt et présenter d'autres métiers. Quand on parle d'informatique, il ne faut pas présenter que le métier du développeur, en fait. La notion de chef de projet, elle est très importante et c'est vrai qu'elle correspond bien aussi à des populations féminines. On peut d'ailleurs rappeler que l'année dernière avait été amorcée une sorte de journée de sensibilisation parallèlement à Apprentissage Now sur le numérique au féminin, de la sensibilisation auprès des collégiens. Donc, on voit que c'est vraiment une problématique qui intéresse les chefs d'entreprise et il y a vraiment ce travail de pousser un petit peu les idées reçues et notamment à cette ambiance de travail et les codes qui sont autour de tout ça pour changer un petit peu ces clichés et à sensibiliser au mieux les jeunes filles sur un public de collégiennes en tout cas. Je pense que le lycée, on est déjà un petit peu trop tard. Le collège, je pense que le collège est vraiment la cible pour essayer de modéliser au mieux cette image de développeur, notamment si on parle d'un métier en particulier. Et comme tu le disais, Flavie, aussi bien sur après, en effet, la reconversion, on voit notamment avec différentes candidatures que l'on reçoit régulièrement, beaucoup plus de jeunes filles, en tout cas, que ce qu'on peut voir au niveau du lycée et post-bac. Dans tous les cas, pour avoir participé à plein de journées de sensibilisation pour les jeunes filles, et puis pour en avoir accompagné là-dedans, je me demande si, en fait, en leur parlant directement, on se trompe presque pas de cible parce que les représentations, elles sont très fortes chez les parents et chez les enseignants du collège. Et les enseignants du collège, pour avoir accompagné des jeunes filles qui voulaient aller dans le numérique, quand elles arrivent en disant bah, « c'est ça mon projet », il y a beaucoup de profs qui disent « ah ben non, va plutôt en biologie, va plutôt en chimie ». Et donc finalement, comme c'est une fille, spontanément, on ne les envoie pas vers les métiers du numérique. Et même si moi j'ai fait des tables rondes, c'était à Aquitec il y a bien 15 ans justement, où on me demandait de venir parce que j'étais une femme et il fallait parler de ça. Mais il n'y avait pas les filles dans la salle de toute façon, parce que les parents, ils ne les emmènent pas là. Donc je me demande finalement si à force, on s'époumonne à parler aux filles, qu'il ne vaudrait pas mieux réunir des tas de profs de collège et puis leur montrer que des jeunes filles pour que eux parce qu'en fait, ils ne les emmènent pas du tout là-dessus. Et moi, j'ai une lueur d'espoir, c'est la robotique. Hein. Vous savez que je suis active sur la RoboCup. Et l'année dernière, par exemple, sur les équipes de juniors qu'on a emmenées à Sydney de la région, il y a une des équipes régionales où il n'y avait que des filles. Et là, la robotique, et pour autant, elles codent. Elles utilisent des capteurs, etc. Mais comme il y a cette dimension un peu de créativité, un peu ce que je code, ça reste pas dans une machine derrière un écran, mais il y a une partie un petit peu concrète du petit robot que j'ai fabriqué qui va bouger, se déplacer, danser, etc. Moi, ça a été l'énorme claque et l'énorme surprise en allant à la RoboCup de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes filles. Donc, il faut peut-être qu'on aborde les choses différemment parce que c'est vrai que depuis 15-20 ans qu'on fait ces journées à destination des jeunes filles, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas, notre truc. Et donc, il faudrait peut-être qu'on teste en tant que professionnel
de prendre des tas de profs ou de conseillers d'orientation au niveau collège, je suis d'accord, c'est au niveau collège, et puis leur dire, ben, regardez ce que c'est l'informatique aujourd'hui. C'est pas le geek tout seul derrière sa machine. Après, c'est juste pour revenir sur cette question-là, il y a aussi une question sociétale. Si par exemple, je vous dis, est-ce que vous connaissez des séries sur Netflix qui parlent de développement web? Mis à part une ou deux, et encore, il n'y a pas autre que dans notre univers, il n'y a pas cette représentation de ces métiers d'une manière plutôt positive dans la société en général. Et donc, je pense que c'est vrai. Moi, j'attends toujours la série des développeurs qui va, en tout cas, changer un petit peu cette représentation plutôt négative que nous avons de cet univers-là. Mais du moment où on trouvera cette composante sociétale, je pense qu'on va pouvoir passer justement ce cap de représentation de ces métiers-là. D'accord. L'OPCO Atlas nous paierait le financement de créer une série pour changer la représentation des métiers. On va en reparler avec David tout à l'heure. Ça, moi, je laisse David se prononcer sur le sujet. Voilà. Oui, mais et Agnès, on promet le premier rôle. Voilà. Ben oui, c'est elle qui propose. Je ne sais pas si c'est une série, mais en tout cas, il y a quelque chose qui marche assez bien, c'est les serious games avec les notes. Il y a eu une belle action de Cap Métier cette année avec justement un jeu qui a été fait, enfin une présentation très interactive qui a été faite sur les métiers du numérique. Moi, j'ai rencontré des jeunes filles qui l'ont vu et en fait, ça leur a complètement parlé. Je pense que ça, c'est des initiatives qui sont intéressantes. Et on pourrait très bien imaginer faire un serious game avec les profs. C'est des choses qui sont pas mal faites dans les métiers de l'artisanat. Pour avoir bossé avec eux sur ce genre de sujet à travers Atome, on a vu des exemples très concrets. En fait, les enseignants proposent aux élèves des serious games sur tout un tas de métiers. Donc, ça leur permet de découvrir les métiers de l'artisanat. Et en fait, ça implique les profs. Comme le disait Agnès tout à l'heure, c'est hyper important de les impliquer parce que c'est comme ça qu'on arrive à changer les images. Et donc, ça implique les profs parce que c'est les profs qui proposent le serious game en fait aux élèves. Et ça implique les élèves parce qu'ensuite, les élèves peuvent revenir par eux-mêmes sur le serious game en question. Donc, pour moi, ça a l'avantage d'impliquer les deux publics, de changer les mentalités auprès des deux publics et d'avoir vraiment un effet, un double effet qui se coule, quoi. Alors, je vous propose, parce qu'il va falloir qu'on avance et qu'on finisse, la dernière affirmation de la matinée qui est: dans un contexte de crise économique, il est préférable pour l'entreprise de ne pas conclure de contrat d'alternance ou d'apprentissage. Alors, êtes-vous plutôt pour ou contre cette affirmation? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors, effectivement, c'est non pas de la provoque, mais c'est une interrogation par rapport au contexte actuel. Vu que, de mon expérience et dans ce que je remarque sur l'organisation de cette journée, ça a été plus compliqué pour l'organisation de notre bourse de l'apprentissage et de l'alternance pour trouver des entreprises qui positionnaient des offres. Donc ça pose interrogation. Du coup, cette vraie question que je vais poser du coup à la fois à des chefs d'entreprise et à des gens du monde de la formation, est-ce que dans ce contexte de crise économique, les entreprises font bien de ne pas conclure de contrat d'alternance ou d'apprentissage? Ça n'est encore une fois qu'une affirmation qui est destinée à vous positionner et non pas le reflet d'une opinion. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se positionner? Est-ce que quelqu'un est pour trouve qu'effectivement, il vaut mieux ne pas trop se positionner sur les contrats d'apprentissage dans cette période-là? Allez, Tiffaine, qu'est-ce que tu en penses? Je suis désolée, parce que Thierry, je suis pas d'accord. Du coup, voilà, écoute, dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord. Je vais pas aller dans ce sens-là. Par contre, j'ai entendu plusieurs entreprises dire qu'elles ne prendraient pas d'apprentis parce qu'ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pourraient les intégrer correctement et vraiment avoir le processus habituel d'intégration des alternants.
Donc ça, c'est une vraie difficulté, je pense, pour un certain nombre d'entreprises qui ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées en septembre, octobre, novembre, décembre, qui n'ont pas assez de visibilité et qui, du coup, ce n'est pas une question de risque ou pas de risque, c'est vraiment, elles n'arrivent pas à se projeter, elles n'arrivent pas à projeter leur activité et donc, du coup, elles n'arrivent pas à se projeter dans des nouvelles embauches. D'accord. Tiens, je ne sais pas si Raphaël est encore avec nous. Au niveau du Limousin, tu as remarqué, enfin je parle à Raphaël, mais ça peut être Alexis aussi, mais est-ce que tu as remarqué des retours des entreprises par rapport à ça, ou une réticence, ou des choses sur le fait qu'il y avait une rétractation de ces intentions d'embauche sur le Limousin? Oui, alors nous, c'est un peu le même constat que celui qu'on fait actuellement sur la formation. C'est-à-dire sur la formation, il n'y a jamais eu autant de soutien et de moyens pour former ses salariés. On peut imaginer un petit peu plus de temps que d'habitude du fait de la situation. Et on voit assez peu de recours de la part des entreprises à ces dispositifs. Donc je pense qu'il y a une forme d'attente aussi pour voir comment le marché va reprendre. Et peu d'entreprises, malheureusement, on va dire, qui ont la capacité d'investir et peut-être de prendre un peu plus de risques, en tout cas de mettre les moyens pour aller chercher la reprise et la relance. D'accord. Est-ce que Patrick Félix de l'Université de Bordeaux est là ou pas? Est-ce qu'il est connecté? Parce que j'ai quelques petits soucis avec les invités. Sinon, au niveau de... Allez, tiens, on va demander à l'Université de Limoges. Est-ce que ça a un impact sur les alternants et les apprentis, cette crise? Est-ce qu'on sent qu'il y a une difficulté sur les recrutements ou leur fait de leur permettre d'intégrer les entreprises? Alors pour tout vous dire, on n'est pas encore dans ce questionnement parce que malheureusement, on a dû d'abord gérer l'urgence, c'est-à-dire le fait que pour beaucoup d'étudiants, il n'y a pas eu la possibilité de faire des stages cette année, et pour les étudiants qui étaient en alternance et en apprentissage, ça a posé des problèmes par rapport au chômage partiel, au télétravail, etc. Clairement, je pense qu'il va y avoir un impact sur la rentrée prochaine, sur le nombre d'alternants, d'apprentis qu'on va accueillir. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment une vision très claire un peu comme toute la France, j'ai l'impression. Tout le monde n'a rien vu en attendant des décisions un peu hypothétiques qui vont être prises. Moi, j'ai un peu l'impression que tout le monde laisse passer cette période, à mon avis, qui va aller jusqu'à mi-août. Et à partir de mi-août, j'ose espérer que Enfin, il me semble que la problématique pour les entreprises est plutôt de ne pas avoir de vision claire sur l'avenir, donc ils ne peuvent pas forcément trop s'engager, ce qu'on peut tout à fait comprendre, évidemment. D'accord. Sachant qu'on l'a vu, l'alternance ou l'apprentissage, c'est aussi un investissement pour l'entreprise. D'où la difficulté. Justement, c'est ça, oui, c'est ça, c'est s'engager du coup à suivre un étudiant, à le former, etc., alors qu'on ne sait même pas si on va avoir les capacités de payer les salaires le mois prochain. Thierry, on a fait pour compléter, et puis on a fait une petite enquête sur notre coin est de la Nouvelle-Aquitaine. En fait, je crois, moi je pense qu'il y a un mauvais timing en réalité. Je rejoins Benoît. C'est un peu tôt pour affirmer des positions sur le recrutement. Alors, moi, en tant que dirigeant d'Imakina, nous, on ne suspend rien. On va faire du recrutement d'alternants comme on le faisait les autres années. Mais bon, on est une SN d'une certaine dimension, donc on peut se permettre de regarder loin. J'ai l'impression les chiffres ont l'air de dire que plus tu vas vers les petits, plus ça serre les fesses, si je prends cette expression, et plus ça rentre dans une forme de frugalité. Et c'est parfaitement vrai pour les startups par ailleurs, qui aimaient bien aussi prendre des jeunes, etc., etc. Tout ce petit monde a des horizons assez lointains. On parle tous d'un retour à une forme de normalité. On ne sait pas trop ce que ça sera la normalité d'ailleurs, mais on parle tous d'une forme de normalité à horizon de fin 2021. Donc on pourra reprendre cette discussion dans un an et déjà tirer un bilan, mais j'ai l'impression qu'on est un peu court là. Moi j'ai fait des conseils de perfectionnement tant côté université de Limoges que côté des écoles d'ingénieurs. C'était le flou, quoi. Alors que les gens autour de la table des écoles le diront peut-être, c'est un peu tôt, voilà, on est un peu juste. Voilà, on aimerait reculer un peu
les échéances là, de phase de recrutement et de dating pour pouvoir gagner quelques jours ou semaines et récupérer quelques entreprises qui entre-temps ont un peu plus de sécurité, de visibilité, et se disent OK, on poursuit, on avance, on recrute, etc. etc. Donc, c'est comme en toute chose, hein, tu as une partie de gens qui est en mode freeze, qui bouge plus, qui se dit ça va bien se passer, je suis toujours là dans 6 mois. Tu as ceux qui se recroquevillent, voire qui sont en danger, et puis tu en as quelques-uns qui positivent et qui vont de l'avant. Mais on peut pas dire autrement que le climat est pas forcément extrêmement favorable pour avoir des vagues d'apprentis massives et une hausse massive d'apprentis dans les entreprises. Enfin, en tout cas, nous c'est ce qu'on constate. Donc le timing n'est pas très bon, mais ça s'améliore un tout petit peu tous les jours. Donc voilà, on est pris par le temps. Voilà, c'est ce que je dirais, moi. Très bien. Moi, ce que je peux constater dans la formation, juste en 2 minutes, c'est qu'en effet, tout s'était arrêté sur la période du confinement. Toutes les forums qu'on pouvait faire, voilà. Mais que ça commence à repartir, on sent ça de jour en jour en augmentation. Ce qui est certain, c'est que tout va être décalé, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de retard pour prendre les jeunes en apprentissage. Et l'option que l'on a pris, que j'ai prise avec l'équipe, c'est qu'on a décalé toutes nos rentrées. Voilà, par exemple, pour les 3e années, au lieu de commencer début octobre, on a décalé au mois début novembre pour justement laisser le temps et aux jeunes et aux entreprises. Voilà, il faut être adaptable et on peut s'adapter. Voilà, donc on a modifié aussi nos rentrées en fonction de ça. Je pense qu'il y aura des besoins, que ça va repartir, mais très lentement, et que l'on va sentir ce nouveau souffle à partir du mois de septembre, mais pas avant. Voilà. Mais on commence déjà, on reçoit de plus en plus d'offres d'alternance. Ça commence à bouger, mais ça sera plus long, mais ce qui est tout à fait logique. Voilà. Est-ce qu'on peut... Moi, oui, je trouve que ça reboucle sur la première question de l'investissement, c'est-à-dire que je comprends très bien qu'une entreprise qui n'a pas de visibilité sur sa propre survie ou qui a des problèmes d'existence sérieux ne se projette pas sur le fait de prendre des apprentis. Pour les autres, je trouve qu'au contraire, il faut surtout pas abandonner les jeunes maintenant parce que voilà, c'est presque, comme disait Alexis, dans notre rôle aussi RSE. Après, je vois la remarque de Flavie sur comment les accueillir. De toute façon, pendant 12 mois, on va travailler de façon compliquée en télétravail. Donc, à la limite, ces jeunes-là, de la même façon qu'ils vont suivre des cours en distance, mais il va falloir qu'ils s'apprennent à travailler comme ça, hein. Donc, c'est clair que ça va demander peut-être au niveau des tuteurs, que ce soit en entreprise ou à l'école, un peu plus de contrôle pour qu'ils ne se croient pas en vacances et qu'ils aient bien compris que le télétravail, c'est du travail et c'est pas je joue aux jeux vidéo et je me lève à 13h, etc. Parce qu'il y a peut-être une petite tentation là-dessus. Mais pour autant, moi, je pense qu'il faut qu'on continue à en prendre. Il y a eu une période qui était un peu comme ça, il y a peut-être une dizaine d'années, à une époque où, quand il y a eu la crise 2008-2009, il faisait en plus juste suite au fait que les grosses ESN avaient beaucoup délocalisé la main-d'œuvre de développement sur l'Inde, etc. Et moi, ça m'est arrivé de me retrouver une fois à un conseil de perfectionnement où j'étais la seule représentante d'entreprise. À une époque où ils étaient tous là, d'habitude, il y avait Atos, SQLI, ils étaient tous là. Et une fois, je me suis retrouvée seule. Et je me suis dit, mais mince, finalement, les PME, nous, on reste là, quoi, autour de la table. Et je trouve que, voilà. Je trouve que c'est notre rôle d'écosystème régional, d'entreprise responsable, que si on peut le faire, de continuer à en prendre. D'accord. Du coup, est-ce que Patrick Félix est là? Est-ce qu'il m'entend? Je vais passer la parole à l'Université de Bordeaux, mais a priori, techniquement, on n'est pas dedans. Est-ce que du coup, Simplon est là? On voit, mais on l'entend pas. D'accord. Est-ce que Simplon est là, sinon? Voilà. Les aléas du direct, hein, j'ai vraiment l'impression d'être sur France Télévisions, donc tout va bien. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on arrive au terme de mes joyeuses affirmations clivantes. Ce que je vous propose, ça va être de passer la parole à Bérangère d'Atlas, qui va, en forme de, si ce n'est de conclusion, au moins nous apporter des compléments un petit peu sur ce qu'elle a entendu
et sur les dispositifs d'apprentissage tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Bérangère, tu m'entends? Oui, oui, oui. Très bien. Je vais faire comme les vieux. Allô, Cognac G. Donc, je vais te passer la parole si tu veux bien, et si tu veux nous faire un petit retour sur ce que tu as pu entendre de la part alors au regard de ces affirmations, de la part des différentes interventions, et de ce que toi tu peux nous dire à l'heure actuelle, en quelques minutes, de ces dispositifs d'apprentissage et d'alternance. Ouais. Déjà, merci à tous d'avoir participé, parce que c'était très intéressant. Il y a eu de tout. Pour revenir, je vais essayer de revenir un petit peu sur chaque affirmation et essayer d'apporter des éléments complémentaires. Donc, sur la première affirmation, donc c'était par rapport à, en gros, un stagiaire est un peu équivalent à un alternant. Bon, c'était majoritairement quand même pas forcément d'accord. On est d'accord que voilà, l'investissement n'est pas du tout le même sur un jeune que vous allez prendre en stage et sur un jeune qui va être un jeune ou un moins jeune, hein, d'ailleurs, que vous allez prendre en alternance. Sauf, voilà, comme vous avez pu le préciser, sur des stages de fin d'études, où là, c'est vrai que c'est différent. Ils arrivent sur une fin de parcours sur un niveau Bac+5, ils ont déjà les compétences, donc forcément, voilà, ça va être un peu l'équivalent. Mais c'est vrai qu'un alternant, et c'est important de le repréciser, c'est bien un salarié de l'entreprise. Et forcément, le jeune, il a une implication qui va être totalement différente d'un statut de stagiaire, de simple stagiaire. Sur l'affirmation numéro 2, donc on était sur un alternant coûte cher et n'est pas compétent. Alors ça, c'est la phrase que j'entends assez souvent et que j'ai entendue très très souvent ces dernières années, hein, puisque j'ai travaillé avant à la CCI où je m'occupais des contrats d'apprentissage. Et il y en a beaucoup qui l'ont bien fait remonter. C'est un investissement à long terme. Et pour moi, en fait, c'est vraiment la clé du succès pour un contrat en alternance. C'est vraiment le recrutement qui doit être très important et le choix du tuteur avec l'implication. Ça, c'est les 2 points clés pour le succès d'un contrat en alternance qui se passe bien. Donc, le recrutement, pour moi, il ne doit pas être bâclé. Si vous faites si vous faites plusieurs entretiens ou vous faites passer des tests et des choses comme ça sur des recrutements pour des salariés, on va dire classiques, à temps complet, en CDI ou en CDD, les apprentis, enfin les alternants doivent être logés à la même enseigne. Il faut vraiment suivre ce process. Si vous avez ce process-là pour les recrutements classiques, il faut aussi le faire pour les candidats en alternance parce que c'est la clé du succès d'un bon contrat qui va se passer dans des bonnes conditions. Et comme Agnès le précisait, il y en a beaucoup qui prennent souvent après une période de stage les jeunes en alternance parce que vous savez aussi déjà ce que la personne elle vaut et vous êtes sûr d'embarquer chacune des parties dans la bonne direction et que ça va se passer dans des bonnes conditions. Et ça, je sais que dans notre secteur, ça se fait beaucoup au niveau de prendre quelqu'un en stage et ensuite de l'embaucher en alternance. C'est vrai que c'est rare quand l'entreprise va faire la démarche d'aller chercher un alternant direct. C'est plutôt parce qu'elle a eu l'accueil d'un jeune en stage qui va lui demander est-ce que vous pourriez me prendre en alternance? Et voilà, ça se fait un petit peu comme ça. Alors, je lis en même temps, je vois Tiffen qui dit ne pas oublier le rôle de l'école-université. C'est un équilibre alternant entreprise-école. C'est évident. C'est évident que l'école, c'est vraiment une relation qui se fait à 3. Hein. C'est l'entreprise, l'alternant et l'école. L'école est là en soutien, fait beaucoup de suivi aussi en entreprise au niveau des jeunes en alternance pour être sûr du positionnement dans l'entreprise et que le jeune soit sur un poste et qu'il ait des tâches qui soient aussi rattachées à son diplôme et que ça réponde à la pédagogie du diplôme, de la formation. Donc, bien sûr, voilà. Il y a quelqu'un qui intervient. Oui, mais pour l'instant, on va... D'accord, ok. Alors après, Alexis l'a bien précisé aussi. Alors, ouais, c'est sûr que ça dépend de la stratégie, de l'objectif qu'a l'entreprise quand elle embauche un alternant.
si c'est une réelle stratégie d'investissement, mais que ça soit pour embaucher ou pas embaucher la personne à la fin. Voilà, il ne faut pas rester focalisé sur ça coûte cher. Alors c'est vrai qu'on a une branche professionnelle qui applique une grille de rémunération, que ce soit en apprentissage ou en contrat pro, hein, qui est très généreuse. Ça c'est évident. Mais voilà, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Et voilà. Et après, si on a trouvé le candidat où on se dit, mais ok, il n'a peut-être pas encore toutes les compétences, mais je vais l'amener à avoir toutes ces compétences pour pouvoir le garder. Et même si la finalité, il ne reste pas dans l'entreprise, au moins, voilà, vous l'aurez formé. Ça restera quand même un salarié qui restera dans notre branche, pas dans votre entreprise, mais voilà, il aura eu une bonne formation. La troisième affirmation. Ah oui, alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. C'est après leur formation, les alternants qui partent dans d'autres entreprises. Ça, malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on ne peut pas forcément maîtriser. Vous allez peut-être en parler au début avec l'alternant et qui va vous dire oui, moi, mon objectif, c'est de trouver un travail, après, je veux me poser, etc. Mais comme tout être humain, on évolue jour après jour. Et voilà, quand on part sur une formation de 2 ans, on a un certain discours au début et à la fin, c'est peut-être autre chose. On a peut-être envie de continuer. On a peut-être aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comment ça fonctionne dans d'autres entreprises, dans d'autres structures en France, mais aussi, pourquoi pas aller voir ce qui se passe aussi à l'étranger pour s'enrichir aussi et acquérir encore plus de compétences. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est compliqué. Alors, c'est vrai que souvent, c'est compliqué pour les très petites entreprises parce que c'est un investissement qui est un peu plus important qu'une structure qui est un peu plus grosse. Donc, c'est vrai que c'est souvent le point noir qui ressort de ne pas avoir cette visibilité sur le jeune, je ne suis pas sûre qu'il va rester. Après, c'est sûr qu'il faut tout faire pour que le jeune reste, avec les moyens que l'on a aussi. Mais c'est vrai qu'on a des métiers dans notre secteur qui sont en tension, où on a peu de candidats. Et quand il y a des très bons candidats, ils sont souvent chassés. Ils sont souvent recrutés même avant leur fin de la fin de leur formation, parce que il y a une grosse structure qui arrive et qui leur promet un salaire qui est beaucoup plus élevé. Les jeunes, voilà, je pense qu'on en côtoie tous quelques-uns. On sait comment ils sont. Ils sont assez volatiles. Et, ils veulent avoir des postes de suite à responsabilité, très bien payés, etc. Donc, il y a tout ce travail en amont qui est important. Et du coup, aussi, tout se passe par le recrutement aussi, de poser clairement les objectifs de chacun, en fait. Voilà. Tac, qu'est-ce que je voulais revenir sur quoi là-dessus aussi? Et alors voilà, Agnès l'a bien dit, hein, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut prendre l'alternance plutôt sur du donnant-donnant. C'est vraiment un échange pour moi intergénérationnel qui se fait, vous allez apporter certaines choses à l'alternant et lui va aussi apporter quand même pas mal de choses en entreprise parce que ce qu'il va avoir en formation, il va aussi pouvoir le mettre en pratique dans l'entreprise et ça va être du renouveau au niveau des outils, peut-être au niveau des méthodes de travail, des choses comme ça. Donc c'est vraiment du donnant-donnant. Et voilà, il faut, en fait, je pense qu'il faut rester sur cet objectif-là, en tout cas à la base. Alors, je regarde. Il faudrait imaginer faire évoluer le contrat pour que le jeune s'engage à ne pas quitter l'entreprise avant 6 ou 12 mois. Alors, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi plusieurs fois, un peu comme à l'armée. De rester engagé avec l'entreprise après le contrat en alternance, de rester engagé dans l'entreprise. Je t'entends pas, Thierry, si tu parles. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, voilà. Là, c'est bon. Peut-on inclure dans le contrat d'alternance ou d'apprentissage une clause qui effectivement invite le jeune ou la jeune apprentie ou alternante à rester un certain temps donné dans l'entreprise? Non, ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il n'y a pas.
Il n'y a pas cette possibilité-là. Après, il y a la possibilité, il faut le savoir sur un contrat d'apprentissage, de le signer donc sous forme de CDD, mais aussi sous forme de CDI. Mais voilà, il faut être sûr que vous souhaitiez vraiment embaucher à la suite la personne en CDI. On va dire que ça peut sécuriser un petit peu plus. Mais bon, un CDI, ça peut aussi s'arrêter voilà, assez facilement. Mais ça peut peut-être sécuriser un petit peu plus au niveau du contrat, puisque une fois que la formation en apprentissage est terminée, le jeune reprend, en fait, le CDI de droit commun reprend son cours dans l'entreprise. Mais voilà. Ça pourrait être une évolution légale du contrat d'apprentissage s'il y a de plus en plus de formations. Dire que dans tous les cas, comme l'entreprise a investi, on a tous utilisé ce mot pour imaginer de dire qu'un jeune qui s'engage, si l'entreprise le souhaite, à ce moment-là, il doit X temps, un peu comme un enseignant dans l'éducation nationale quand il... Oui, ou comme à l'armée, voilà, c'est ça. Ouais, de rester en fait dans l'entreprise, pas partir de suite. Je ne sais pas si l'image de l'armée plaira à tous les jeunes vont s'engager, qui vont venir dans ces métiers-là, mais je comprends l'idée. Voilà, oui, après, mais c'est normal, c'est quand même pour l'entreprise, c'est quand même un investissement temps et financier. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça soit frustrant quand on a passé plusieurs années à former une personne, que la personne, elle vous dit, bon, ok, voilà, je sais pas, j'ai fait un parcours pendant 3 ans chez vous, vous m'avez formé, je suis hyper compétent, mais voilà, telle entreprise m'a proposé, je sais pas, 500 € de plus et je vais aller voir comment ça se passe. Donc, voilà, on peut comprendre que ça soit frustrant, mais malheureusement, à l'heure actuelle, il y a rien qui existe pour que les jeunes puissent rester dans l'entreprise 6 mois ou 12 mois après leur formation. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut-être un jour se fera, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Pour la petite histoire, il n'y a pas de contrainte juridique et contractuelle, et quelque part tant mieux, il y a la question de la liberté des contrats. Néanmoins, on l'a vu, nous, au niveau du CIRPA, on a mené des études là-dessus, il y a tout un tas de leviers que notamment les TPE, PME peuvent activer pour travailler sur la fidélisation de ces jeunes collaborateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est pas l'objet de la chose, mais toutes ces entreprises ont tout un tas de faisceaux de choses qui peuvent être faites pour fidéliser, attirer ces jeunes et les garder, si ce n'est à vie, ce qui n'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas un certain temps. Ouais. Après, Agnès le faisait aussi bien remarquer, et comme on disait, les jeunes, voilà, ils ont besoin d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et souvent, quand ils commencent dans une structure qui est plutôt petite, voilà, une TPE, PME, ils ont envie d'aller voir comment ça se passe dans une grosse boîte, etc. Et en fait, ils vont se rendre compte que ce qu'ils faisaient dans une plus petite structure, c'est vrai que c'était peut-être plus intéressant. Donc, ils vont revenir, en fait, à leurs premières expériences. Et souvent, c'est un retour aux sources sur des structures plus petites. Mais voilà, c'est vrai que du coup, il faut accepter, en fait, de laisser partir l'alternant. Et puis, de toute façon, ça servirait à rien de le forcer dans tous les cas, parce que je pense que ça serait plus une contrainte qu'autre chose. Donc, mais il faut être clair dès le départ, en fait, je pense, pour éviter les surprises à la fin. Alors, j'ai une question de Nila, qui est Nila Tiberen, qui est ma camarade de Pays Basque Digital, qui pose une question. Alors, je crois qu'elle est liée au contexte. À partir du moment où l'apprenant commence sa formation, il avait 3 mois pour trouver une entreprise. Maintenant, il a 6 mois pour trouver, c'est bien ça? C'est-à-dire, est-ce que les temps permettant à nos jeunes de trouver une entreprise ont été aménagés? Parce que c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Nous, on fait une bourse de l'apprentissage cet après-midi, donc on va apporter une aide. Mais c'est compliqué, c'était compliqué pendant le confinement de démarcher une entreprise. Ça reste compliqué d'approcher des entreprises. Alors, on l'a vu pour certaines raisons liées à ce qu'on a abordé tout à l'heure. Mais du coup, il y a toujours ce timing et ce calendrier d'entrée en formation. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus vu le contexte actuel? Oui, par rapport au contexte actuel, en fait, donc ça, c'est valable pour le contrat d'apprentissage. C'est vrai qu'il y avait cette souplesse de pouvoir démarrer un contrat jusqu'à 3 mois avant le début de la formation et jusqu'à 3 mois après. Là, dans le contexte actuel, ce délai des 3 mois est passé à 6 mois, justement pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir commencer sa formation en initiale, en stagiaire de la formation professionnelle pendant 6 mois, et ça lui laisse 6 mois pour trouver une entreprise qui veuille bien l'accueillir en contrat d'apprentissage. Donc ça, voilà, ça c'est typiquement de l'actualité.
Je pense que après ça va disparaître à la fin de l'année, mais là, pour l'instant, ça a été mis en place, ouais, tout à fait. D'accord. Après, on verra un petit peu comment ça se passe. On n'a pas encore de recul. Nous, pour la petite histoire, on a des entreprises qui se sont mobilisées cet après-midi pour proposer des offres d'apprentissage et d'alternance. Il faut savoir, on a tellement peu d'entreprises par rapport à beaucoup de candidats. Il faut quand même le dire, le rapport il est là. Donc on espère que ces 6 mois permettront quand même de donner de l'air et de la visibilité à tout le monde pour permettre l'intégration du maximum de jeunes en entreprise. Enfin, on verra. Ça, on pourra y répondre que l'année prochaine quelque part. Alors là, je vois que Néla, du coup, demande aussi, au vu du contexte, y aura-t-il des aides supplémentaires à accorder aux entreprises pour encourager l'alternance? En Bonne question. réflexion, tout à fait, c'est en réflexion. Il y a un projet de décret qui est en cours pour apporter des aides supplémentaires justement aux entreprises qui prendraient des alternants sur cette rentrée 2020. Donc voilà, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Je pense que clairement, ça devrait se faire parce que pour moi, ça va être vraiment le moyen de dynamiser et de relancer un petit peu ces recrutements de contrats en alternance. Même si, pour moi, je vous en parlerai sur le dernier point, puisque c'est la dernière affirmation dont on a parlé, mais moi, pour l'instant, ça reste plutôt, j'en ai plutôt une vision assez positive. Voilà. Mais je vous en dirai plus après sur ce que je perçois. D'accord. Bon, alors j'ai des questions, je vais renvoyer là plutôt au site Concepteur d'avenir parce qu'il y a des questions sur quelles sont les grandes différences entre contrat pro et apprentissage. Je pense que là, il vaut mieux aller voir sur un site comme Concepteur d'avenir. Oui, ou sur le site de Voilà. l'Opco Atlas. Le site de Voilà. l'Opco Atlas aussi, voilà, tout est fait parce que, alors oui, si je commence à rentrer vraiment là dans le détail de ce qu'est un contrat pro, un contrat d'apprentissage, ben on y est encore jusqu'en début d'après-midi, mais Voilà. De même, on est en train d'enregistrer les échanges qu'on a là et un lien va être publié. Il sera notamment accessible depuis le site Concepteur d'avenir. Voilà, donc c'est pour ça. Et puis après, surtout, en fait, en tant qu'entreprise et même en tant qu'OF, voilà, je travaille beaucoup aussi avec les organismes de formation. Faudra surtout pas hésiter à me contacter pour faire un point après plus individuel s'il y a besoin sur des projets de recrutement, s'il y a besoin de reclarifier certains points, justement, contrat pro, contrat d'apprentissage. Moi, je suis vraiment en appui aux entreprises donc qui correspondent à l'Opco Atlas, donc forcément qui correspondent à notre secteur là dont on parle, donc numérique, conseil, ingénierie, voilà. Donc, faut pas hésiter à me contacter. Merci Bérangère. Alors, je vais être obligé de conclure parce qu'on a déjà dérapé d'un bon quart d'heure sur le timing que j'avais prévu. Donc, je voulais remercier tout le monde d'avoir participé, que ce soit en intervenant actif ou derrière vos écrans à poser des questions sur le chat. J'adresse toutes mes excuses à ceux qui n'ont pas pu en direct pour des questions essentiellement techniques. Et également peut-être des questions liées à mon incompétence technique totale aussi. Donc j'adresse mes excuses notamment à Patrick Félix et à l'intervenant Madame Dess de Simplon avec qui on n'a pas réussi à se connecter. J'espère qu'on a pu apporter des réponses à chacun ou du moins faire avancer un petit peu les choses sur cette question de l'alternance et de l'apprentissage. Je rappelle que il y a d'autres manifestations liées aux autres clusters qui sont impliqués, que ce soit le SPN, l'Alyptique, Pays Basque Digital ou Éthique 47. On retrouve aussi tout un tas de choses sur le site Concepteur d'avenir. Donc je vous remercie tous de votre participation. Et pour ceux qui se sont inscrits, on se retrouve sur la bourse virtuelle de l'apprentissage de cet après-midi. Donc je vous invite désormais, je vais vous souhaiter un bon appétit parce qu'il commence à être l'heure et je vous invite à vous déconnecter et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci à vous. Merci. Bonne journée. À bientôt, merci. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.